Donc la première séance concerne la prise en main du logiciel. D'accord? Donc vous avez différentes explications qui vous sont données. La première étape consiste, lorsque vous n'êtes pas administrateur de votre poste, à configurer l'environnement dans lequel vous allez faire vos sauvegardes de vos projets. Alors c'est une étape si vous êtes administrateur, si c'est votre PC qui n'est pas nécessaire, mais quand vous serez de retour au département, les licences sont installées sur des serveurs et vous n'avez pas le droit d'écriture sur le disque C2 points, puisque vous n'êtes pas administrateur de vos postes. Donc il faudra faire attention de configurer dans l'onglet configuration environnement et d'enregistrer dans l'icône dossier par défaut les répertoires, les zones de disque sur lesquelles vous avez la possibilité de faire des écritures. Donc en gros, ça peut être une clé USB ou alors encore mieux, ça peut être un espace Z2 points mes documents lorsqu'on est à l'UT. Donc ça, c'est un point de détail. Ensuite, notre objectif cet après-midi, c'est de s'occuper de cette petite structure qui est une structure béton armé qui est constituée donc d'une salle qui fait 15 mètres carrés, 3 mètres par 5 mètres, et d'une deuxième salle qui est de 3 par 3. Dans cette salle, vous avez un mur béton armé, ok, et un mur de refend ici. Ça permet d'assurer la partie contreventement de notre petit bâtiment. Ensuite, des 3 poteaux qui sont en verre, et puis de 5 poutres, 1, 2, 3, 4 et 5 poutres. Sur ces poutres, vous avez des dalles en béton armé qui reposent sur les 4 côtés. Et l'objectif, c'est de faire la descente de charge de cette structure. Donc ça, vous avez devant vous une vue en plan. Et puis, si possible, d'en extraire des notes de calcul pour les poutres du point de vue de l'Eurocode au niveau du béton armé, comme on l'a fait en travaux dirigés. Donc sur cette dalle, vous avez euh, des charges qui s'appliquent, d'accord? Alors concernant les charges, il faut savoir que le logiciel intègre le poids propre des éléments de structure. Par contre, il n'intègre pas les équipements et puis les charges d'exploitation. Donc, à titre d'exemple, si je prends ces dalles, on a des charges qui sont de l'ordre de 650 kg par mètre carré, 6,5 kN par mètre carré pour les charges permanentes. Donc ça veut dire qu'il y a des charges assez lourdes par rapport à du plancher classique. À cela, il faudra rajouter le poids de la dalle, le poids des poutres et ainsi de suite. Mais ça, le logiciel le fait tout seul. Et ensuite, vous avez 2,5 kN par mètre carré qui correspond à des charges d'exploitation de bureaux pour des bâtiments classiques. Alors, on va prendre en main le logiciel. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Et normalement, si votre installation est correctement effectuée, vous obtenez Gretek OMD 2020 en allant dans votre barre de tâches, si vous avez une version de Windows assez récente, comme Windows 10 par exemple, vous devriez avoir un répertoire Gretek qui soit ouvert. Dans Gretek, vous avez l'outil licence qui a dû vous permettre de saisir les licences de votre logiciel. Et puis vous avez ce Gretek OMD 2020 qui va nous servir. Celui-ci est composé de plusieurs onglets, d'accord. Dans la fenêtre du bas, vous avez des éléments que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez calculer uniquement une poutre, un poteau, une fondation. Donc, je viens d'ouvrir l'outil poutre qui se constitue de la façon suivante. Vous avez ici une vue 3D de votre poutre. Par défaut, elle fait 20 par 50. Mais imaginons que je veuille recalculer, je dis n'importe quoi, mais pour reprendre des exemples que l'on a traités ensemble, une poutre qui fasse 20 par 70. Et puis ici, je ne veux pas qu'elle fasse 7 mètres, je veux 5 mètres 60. On peut redéfinir à souhait la géométrie. D'accord, la poutre fait 5 mètres 60, elle est appuyée sur deux murs ici de 30 de part et d'autre et elle fait donc 20 par 70 de haut, ce qui est un petit peu trapu pour une poutre, mais c'est un exemple. Ensuite, je n'ai plus qu'à, ici vous avez le renseignement sur un certain nombre d'hypothèses. Donc par exemple, je peux préciser les hypothèses concernant le béton. Mon béton est constitué par exemple d'un C35-45 et puis ma poutre est dans un environnement XC3.
Pour les aciers, on peut éventuellement changer leur limite élastique, etc. Mais en France, ou en tout cas en Europe, majoritairement, on utilise des FE500, des F500 classe B ou classe C. De ce fait, vous n'avez pas à changer cette caractéristique. Si maintenant je veux rentrer une charge, je vais mettre n'importe quoi simplement pour l'exemple. Je vais choisir une charge répartie. Vous voyez qu'on peut rentrer des charges trapézoïdales, des couples ou uniquement des charges triangulaires. C'est une charge permanente. Je vais mettre, juste pour l'exemple, une valeur de 15 kN par mètre. D'accord. Lui dire que cette charge débute à l'abscisse 0 et on va pourquoi pas l'ajuster à la poutre, c'est-à-dire que c'est sur toute la longueur, les 5,90 m. À cela, je peux ajouter une deuxième charge et puis je peux en ajouter autant que je veux. Je vais lui ajouter une petite charge d'exploitation de 6 kN par mètre sur toute la poutre et donc je lui applique. Donc là, on lui a défini les charges qui s'appliquent sur cette structure. Donc là, vous avez votre énoncé d'exercice qui est fait et on sait le faire à la main. On a passé un certain nombre de TD à le faire. Le logiciel, lui, en un simple clic sur cet onglet Calculer, va faire ce qui nous prend entre 1 à 2 heures. Il va le faire, lui, en quelques secondes. Vous avez dans les résultats le calcul des ferraillages qui a été fait, le calcul des moments qui a donc été fait, sinon on ne peut pas faire le calcul du ferraillage, mais aussi toutes les vérifications aux états limites de service, contraintes dans le béton, contraintes dans l'acier, les ouvertures de fissures et ainsi de suite. Et puis là, vous voyez que cette structure est par exemple dimensionnée correctement à 95% pour ces aciers inférieurs, mais on voit que les contraintes dans l'acier, on pourrait encore un petit peu travailler la géométrie pour améliorer le rendement, parce que là, l'acier travaille à 80% de sa performance. Rapidement, parce qu'on ne va pas passer l'après-midi sur le sujet, on peut visualiser différents résultats. Vous avez ici les moments de sollicitation qui sont calculés automatiquement, plus besoin de faire de RDM, à l'ELU et à l'ELS. D'accord. Vous avez différents onglets graphiques aussi pour regarder les aspects contraintes. Donc là, on a les contraintes dans le béton. On sait qu'on peut aller jusqu'à 35 MPa et on a 8 MPa à l'heure actuelle. Donc le béton, on pourrait réduire la section de béton parce qu'elle est quand même pas très optimisée. Les aciers, on est à 322 pour 400. Ouverture de fissure à 0,19 pour 0,30. Ok. Donc ça vous permet d'avoir des indications. Ensuite, on a même les vérifications incendie et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'on peut aussi générer, ce que vous faites peut-être par ailleurs avec AutoCAD, des plans de ferraillage. Ces plans de ferraillage vont nous permettre de l'envoyer en production pour fabriquer les ferraillages de ces poutres qui seront ensuite mises sur le chantier. C'est-à-dire que ces petits outils, poutres, poteaux, fondations, murs, vous permettent de faire des calculs élémentaires sur des pièces de structure dont il faut déjà connaître les charges et il faut avoir fait une descente de charge à la main. D'accord. Là, vous voyez, la finalité du travail, c'est d'avoir un plan de ferraillage. Les cadres verticaux, on ne sait pas encore faire puisque c'est l'objet du prochain semestre au niveau de l'apprentissage. Mais là, vous avez les différents ferraillages inférieurs. Vous voyez qu'ils ont choisi de prendre un lit inférieur avec 3 HA12, avec un lit supérieur avec 3 HA10. Donc voilà un petit peu l'interface qui est décrite. Ça, on a un peu plus d'informations si on va dans l'onglet armature longitudinale ici. Maintenant, si je veux utiliser le logiciel dans son intégralité, je vais utiliser arche ossature. Donc ce que je commentais tout à l'heure, c'est le fait que dans l'environnement, vous avez ici la possibilité de lui indiquer où vous voulez stocker les projets. Parce qu'en fait, dans les projets, il les stocke automatiquement toutes les 15 minutes. Cet enregistrement automatique peut, si vous n'avez pas accès à votre disque dur, c'est-à-dire que typiquement, si vous êtes dans un environnement professionnel et vous n'avez pas le droit d'écriture sur le C2 point, peut poser problème. Donc il faut juste changer là où vous voulez enregistrer. Mais si vous êtes administrateur de votre ordinateur personnel, ce qui doit être le cas, vous n'avez rien à changer. Donc on va lancer arche ossature.
Utiliser Arch, d'accord, pour modéliser notre structure. Alors l'idée, c'est de renseigner et d'instruire notre logiciel pour lui donner toutes les informations. Sachant que la finalité, c'est de modéliser une structure qui va ressembler à ça quand on aura fini, d'accord, à partir d'une vue en plan d'architecte. Donc je termine ma démonstration et puis ensuite je vous laisse la main, je vous rassure, après je parle beaucoup moins et puis vous pourrez naviguer. Essayez bien de suivre et de ne pas essayer de faire le travail en même temps, sinon vous allez passer votre temps à faire des erreurs, vous irez beaucoup plus vite en ayant toutes les informations avant de démarrer. Donc l'idée c'est de modéliser cette structure qui fait 3 mètres par 5 mètres et 3 mètres. Il y a différentes façons de faire, mais il y en a une qui est assez simple, c'est d'utiliser les lignes d'aide. Alors vous êtes dans votre document Arch 2020 et vous avez ici différents outils, d'accord, dont la ligne d'aide. Ensuite, vous avez différents éléments. Ici, vous avez les dalles, les poutres, les poteaux, les voiles et les fondations. Ok. L'objectif, c'est de construire votre bâtiment un petit peu comme on le ferait dans la réalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ferait dans la réalité? On construirait tous les porteurs verticaux, c'est-à-dire les murs, les poteaux. Ensuite, on poserait les poutres. Ensuite, on construirait les dalles. Et puis, on équiperait ensuite le bâtiment avec les éléments du second œuvre. Petite subtilité, c'est que dans la vraie vie, on commencerait par les fondations. Là, au niveau du logiciel, on ne peut pas commencer par les fondations parce que lui va les calculer. S'il ne sait pas ce qu'il y a au-dessus, il ne peut pas calculer ce qu'il y a en dessous. D'accord? Donc c'est la seule différence. Par contre, pour tout le reste, un point de vigilance. Ne commencez pas par construire vos dalles et ensuite poser vos poutres et vos poteaux. La superposition de tout ça, c'est pas sûr que le logiciel comprenne ce que vous voulez rentrer. Donc il va interpréter. S'il interprète mal, les hypothèses de calcul seront mauvaises et les résultats pourront être parfois surprenants. Le plus simple, c'est d'utiliser les lignes d'aide. Les lignes d'aide ne sont pas des structures, ce sont juste des lignes que vous pouvez utiliser à façon pour façonner votre structure. Comment elle s'utilise? Vous allez cliquer sur ligne d'aide et vous voyez ici dans votre console, c'est la fenêtre en bas à droite, apparaître premier point. Premier point, je vais commencer simplement 0.0. D'accord? Là, j'ai mon point qui est défini comme ceci. Mon deuxième point, il est à 0 en abscisse, d'accord? Et il est à 3 en ordonnée. Donc, j'ai mon deuxième point qui est défini. Je peux recadrer automatiquement ma fenêtre au fur et à mesure. Ensuite, vous avez ici la possibilité de sélectionner les extrémités de vos lignes, le milieu ou une perpendiculaire à une ligne qui existe. Ce sont des petits outils qui sont très utiles parce que quand vous êtes projeteur et que vous avez beaucoup de modélisation à faire, on peut aller chercher une perpendiculaire à une droite. C'est plus simple que de calculer des coordonnées. Donc ici, je vais sélectionner cette extrémité. Le deuxième point, il est à combien? Je vais essayer de travailler de mémoire, moi je connais un petit peu le sujet. Il est à 5 mètres en abscisse et il est à 3 mètres en ordonnée. D'accord? Ça c'est le deuxième point. Ensuite, j'ai un point qui est à 8 mètres en abscisse et à 3 mètres en ordonnée. Donc là, ma structure commence à prendre forme. Je vais finir en mettant ici donc le deuxième point à 8 mètres en abscisse, 0 en ordonnée. Je peux construire maintenant cette ligne d'aide ici jusque là, d'accord? Je peux ensuite construire une autre ligne d'aide d'ici, et là je peux utiliser l'outil perpendiculaire, tac, et voilà ma structure qui est mon schéma qui est fait. Par contre, pour l'instant, je n'ai rien défini. Alors, encore quelques minutes de patience avant de pouvoir utiliser le logiciel. On va maintenant construire les murs. Donc les murs, je vais sélectionner voile. Un voile, c'est un mur en béton armé. Vous avez normalement une fenêtre qui s'ouvre. Si cette fenêtre venait à disparaître, ce n'est pas très grave. En bas à droite, par un clic droit, vous pouvez récupérer cette fenêtre
en récupérant la console. Je vous expliquerai éventuellement pour ceux qui l'auraient perdu. Dans cette fenêtre, il y a plusieurs informations qui sont importantes. Dans un premier temps, l'épaisseur. Si vous laissez 0, par défaut, le logiciel mettra les minimums requis dans la structure. D'accord? Donc je vais vous faire deux exemples. Ici, par exemple, je vais dire que ce mur, il doit faire impérativement 20 cm d'épaisseur. C'est moi qui le sais parce que c'est dans le cahier des charges, pour des questions d'acoustique, par exemple, si on le souhaite. Le mur suivant, soit on peut laisser 20 cm, soit on peut mettre 0. D'accord? Je vais laisser 20 cm. À noter que Arch construit ces éléments de structure à l'axe de nos lignes. D'accord? Donc il faut parfois le prendre en compte si on a des cotes intérieures de pièces à respecter. Donc pour l'instant, j'ai fait mes deux murs. L'étape d'après, donc on a fait les porteurs verticaux. On va continuer notre cheminement avec les poteaux. Donc je clique sur l'onglet poteau et j'ai un poteau ici, un poteau là et un poteau ici. Vous avez noté que j'ai laissé des poteaux carrés. J'ai laissé 0, 0 parce que je ne connais pas les dimensions de mes poteaux. Je vais laisser faire le logiciel et voir ce qu'il me propose. C'est aussi une option. Maintenant qu'on a fait les murs et les poteaux, on va monter nos poutres. Pareil, ces poutres peuvent avoir des dimensions ou peuvent être laissées à la discrétion du logiciel qui va définir les meilleures dimensions qu'il pense. Donc là j'en ai fait une, j'en fais deux, j'en fais trois, j'en fais quatre et j'en fais cinq. D'accord? À noter que là j'ai séparé deux poutres, j'aurais pu aussi faire une très grande poutre. Et dans ce cas c'est une poutre continue. D'accord? C'est deux options de construction. Alors à ce stade, c'est pas forcément facile pour vous de voir si vous avez tout modélisé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi aller, alors dans Unité, vous pouvez vérifier que vous êtes dans les unités que vous aimez, d'accord? Généralement, on choisit le kilonewton, kilonewton mètre pour les moments, et puis tout ce qui est contrainte en mégapascal. Mais c'est surtout ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de l'affichage, vous pouvez gérer ce que vous voulez voir affiché. Donc on peut peut-être afficher le nom des dalles, le nom des poutres, le nom des poteaux, le nom des voiles. D'accord? Et éventuellement, par exemple, si je veux rajouter les dimensions des voiles sur mes éléments. Donc là, vous avez à l'écran maintenant l'ensemble des structures. On retrouve bien nos deux murs, on retrouve bien nos 5 poutres et nos 3 poteaux. Ça permet de savoir un petit peu mieux où on en est. On peut aussi changer de vue. Là, c'est une vue de dessus, mais on peut aussi se mettre en vue ici en perspective. D'accord? Ça permet de commencer à avoir une ébauche de notre bâtiment. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire qu'on n'a pas construite, et il faut finir par ça, ce sont les dalles. Donc les dalles se saisissent de la façon suivante. Je vais revenir sur une vue en plan, ça sera plus simple. Vous devez faire deux choses. C'est d'abord lui donner le positionnement des dalles et le chargement. Alors pour le chargement, vous ne connaissez pas le sujet par cœur puisque vous le découvrez cet après-midi. Sur cet exemple, on a choisi des dalles qui ont un chargement de 6,5 kN par mètre carré pour G et de 2,5 kN pour Q. D'accord? Donc on va aller dans chargement et je vais lui dire G vaut 6,5, Q vaut 2,5. OK. Je peux vérifier si je ne me suis pas trompé. 6,5, 2,5, c'est bon. Et ensuite, comment on fait pour saisir ces dalles? On clique sur les quatre coins de notre dalle en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, mais le principe c'est de ne pas faire de diagonale pour créer sa dalle. D'accord? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire n'importe quoi. Si je fais ça par exemple, vous voyez qu'il vous a fait un triangle et il ne vous a pas fait un rectangle comme je le souhaite. Donc si vous vous êtes trompé, vous pouvez aller en arrière et là il a supprimé la dernière dalle que j'ai construite. Ok? Il a peut-être même supprimé les deux par l'occasion, donc je vais recommencer.
par contre, est-ce qu'il avait pris un chargement? Il n'avait pas pris de chargement. Donc ça fait 6,5. 2.5. Donc on a presque fini et je vais vous laisser la main et puis je vais essayer de résoudre les problèmes d'installation pour ceux qui auraient encore des soucis. Donc là, 1, 2, 3, 3 et 4 et j'ai ma deuxième dalle qui est faite. Une fois que ce travail-là est fait, on aura bien avancé et on a une structure qui est modélisée. Par contre, elle n'est pas calculée, c'est-à-dire que partout où on ne lui a pas donné d'épaisseur, il ne sait pas à quoi s'en tenir. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez tout en haut à droite ce qu'on appelle le rendu réaliste. Si vous cliquez sur rendu réaliste, dans l'état actuel des choses, vous voyez que ma structure pour l'instant c'est une petite plaque toute fine parce qu'il ne connaît pas l'épaisseur. Il y a juste les murs, c'est moi qui lui ai dit que ça faisait 20 cm, d'accord? Et on ne voit pas de fondation, on ne voit pas de poteau, on ne voit pas de poutre, pourtant elles sont modélisées. D'accord? Mais ça vient du fait que rien n'est calculé, donc il ne sait pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'éléments et ça viendra après. Alors, petit point de détail, c'est faire attention de ne pas superposer les éléments. Donc là, je vous invite, quand vous aurez fini, à fusionner. D'accord? Quel est l'intérêt? Je vais vous montrer rapidement. Imaginons qu'ici, vous ayez deux poutres. D'accord? Je me trompe, je fais deux poutres parce que j'ai oublié que je l'avais déjà fait. Vous pouvez très bien faire modifier, fusionner, et tac, il vous supprime tout ce qui a été construit deux fois au même endroit. Si ce n'est pas fait comme ça, il va vous générer des messages d'erreur parce que pour lui, à cet endroit, il y a deux structures. Alors si vous êtes sûr de vous, c'est pas utile de le faire, mais on n'est jamais trop sûr de soi et de ce fait, fusionner à cette étape-là évite les problèmes par la suite. Alors ensuite, notre projet pour l'instant n'a pas de fondation, d'accord? Et n'a pas de dimension. Si je fais un rendu réaliste, comme je vous l'ai illustré, pour l'instant j'ai juste rentré les épaisseurs de voile et le logiciel ne sait pas les dimensions ni du plancher ni des poteaux et il n'y a toujours pas de fondation à notre structure. Donc, première étape avant de lancer les calculs, c'est générer les fondations. Donc vous allez faire générer des semelles. Ça veut dire que c'est le logiciel qui va s'occuper de définir les semelles isolées, les semelles filantes de votre projet. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi, si on décidait par exemple de mettre une semelle isolée sous ce poteau, le faire manuellement, mais on peut très bien laisser faire le logiciel tout seul. Donc il suffit de cliquer, il vous dit qu'il effacera tout ce qui avait été construit auparavant sur l'étage numéro 1. On le laisse faire, on voit des triangles noirs apparaître qui correspondent à des semelles isolées, des triangles horizontaux couleur saumon qui correspondent aux semelles filantes sous les murs. Ok? Donc, une fois que l'on a fait ça, on peut changer de phase. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une option de saisie des informations. On peut aller dans l'onglet modélisation qui va permettre au logiciel de construire son modèle numérique, sa maquette numérique, pour assurer l'ensemble des calculs. Je vais le laisser faire. Tout a été bien modélisé, il n'y a pas eu de doublons, il n'y a pas eu de murs qui ne reposent pas sur les fondations, donc le logiciel ne détecte pas d'erreur. Et je vais maintenant pouvoir lancer les calculs. D'accord? Calculer la descente de charge lui permet à la fois de donner les dimensions aux éléments, de façon à leur donner des poids volumiques, mais aussi de définir les charges qui s'appliquent sur chacun des éléments. Donc avant de lancer, il vous demande de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. On a eu un message qu'il n'y a pas d'erreur, donc il suffit de lancer le calcul. Tout s'est bien passé et le calcul est fini. Si maintenant je vais dans rendu réaliste, ma structure est intégralement calculée. D'accord? Il a pu définir les semelles filantes pour mes murs. Les poteaux ont pris des épaisseurs. Vous voyez qu'il a choisi des poteaux carrés, qui sont ici illustrés en rouge. Et il y a des semelles de fondation qui sont dimensionnées suivant le règlement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir accès aux charges qui s'appliquent sur l'ensemble des éléments de structure. Donc par exemple, si je veux la charge sur les poteaux, je clique. Il me dit que sur ce poteau,
j'ai 15 kN de charge d'exploitation, 68 kN de charge permanente. Alors vous pouvez vérifier cela rapidement en faisant la chose suivante. Si on retourne sur le sujet, donc le poteau qui est le poteau du milieu reprend la moitié des charges qui sont ici, la moitié des charges qui sont là et la moitié des charges qui sont là. Ce qui fait que ce poteau a une bande de chargement qui ressemble à peu près à ça. D'accord? Cette bande de chargement, elle fait quelle dimension? On a à droite 5 divisé par 2. On a 2,50 m. Ok. À gauche, j'ai 3 divisé par 2. On est d'accord, ça fait 1,50 m. Exactement. Donc du coup, la surface, elle est égale à 2,5 plus 1,5 multiplié par 1,5. Donc c'est 6 mètres carrés de chargement sur cette dalle. D'accord? On sait que la charge Q est égale à 2,5 kN par mètre carré. Si je fais tout simplement 2,5 multiplié par 6, je dois avoir une charge de 15 kN sur ce poteau. Je peux retourner maintenant sur le logiciel, il me donne bien 15 kN. D'accord? Et on pourrait s'amuser à faire la même chose sur les poteaux d'angle. Alors pourquoi je vous donne cette indication? Parce que parfois on se trompe sur les charges que l'on met sur les dalles. On peut aussi rentrer des mauvaises informations sur les longueurs parce que tout à l'heure on a fait des lignes d'aide. Bon, on a pu se tromper sur la géométrie et donc vérifier les charges d'exploitation, c'est assez rapide, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça permet de vérifier son modèle très rapidement. Ça détecte en tout cas les erreurs que vous ne voyez pas, parce que le logiciel, lui, n'en peut pas anticiper le vrai modèle. Le vrai modèle, c'est celui qu'on vous a donné sur le papier de l'architecte. Vous, ce que vous lui avez rentré, c'est vos informations. Le logiciel n'est pas encore doué d'intelligence artificielle pour savoir et anticiper vos erreurs. Il ne fait que calculer ce que vous donnez. Okay, donc ça, c'est très important de s'auto-vérifier de temps en temps avant d'aller trop loin. Alors c'est des arrondis, c'est arrondi au kilonewton près, d'accord, ce qui correspond à... Et pour les charges permanentes, c'est un petit peu plus compliqué à vérifier, en tout cas c'est moins instantané. Pourquoi? Parce que vous devez entrer les charges permanentes qui sont liées au poids du carrelage, des cloisons, de tout ce qu'on voudrait mettre sur cette structure, mais aussi au poids propre des éléments. Donc ça voudrait dire, si on voulait vérifier le poids propre de G 68 kN, il faut intégrer la moitié du poids de la poutre numéro 4, 3 et 5, plus le quart du poids de la dalle numéro 2, plus le quart du poids de la dalle numéro 1, plus donc les 6 mètres carrés que multiplient les 6,5 kN. Donc ça peut se faire, d'accord? On peut par exemple faire une rapide vérification pour G si on compte. Alors c'est pareil, on n'a pas rentré d'épaisseur de dalle, donc je ne sais pas, faudrait aller dans le modèle, mettre, rajouter, option, affichage, et lui demander qu'il me donne les dimensions de la dalle. Elles sont données. Donc il faudrait que je puisse aller voir saisie, dalle numéro 1. Il a calculé les dalles avec 17 cm d'épaisseur.
je remontrerai comment on peut aller voir les informations élément par élément. Donc 17 cm, on peut vérifier rapidement. G était égal à 6,5 kN par mètre carré. D'accord, ça correspond au carrelage, aux cloisons, à tout ce que l'on va mettre. Plus le poids des dalles. Ces dalles font 0,17 cm que multiplie 25 kN par mètre cube. Ça, c'est le poids volumique du béton armé. Ok. Donc on a 4,25 kN par mètre carré qui sont liés au poids propre des dalles. Alors oublions les poutres pour l'instant. Comme ça nous permettra de faire une vérification grossière. On sait donc que G est égal à 6,5 plus 4,25. D'accord. Alors, avec note, il ne faut pas mettre de lettres, sinon il ne veut pas calculer. Mais sinon, c'est bien pratique parce que dans Windows, vous avez note qui vous permet de faire vos petits calculs sans calculette. 10,5 kN par mètre carré. D'accord. Si maintenant, je veux pouvoir vérifier le G qui était donné, ben je vais regarder. G est égal à 10,75 que multiplie toujours mes 6 mètres carrés. J'ai 64 donc kilonewtons pour G. Le logiciel me donne... Je voulais juste finir avec mon G. Vous voyez, G, on a 68 kilonewtons. Si j'oublie le poids propre des poutres 3, 4 et 5, bah là, moi, j'ai trouvé 64. Donc, on doit probablement avoir 4 kilonewtons qui sont liés au poids propre des éléments. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc, ces vérifications sont importantes parce que ça vous permet d'être sûr que globalement, votre structure fonctionne plutôt bien. Les autres informations que vous pouvez voir intéressantes, c'est par exemple les lignes de rupture. Vous vous souvenez qu'on a fait ça au premier semestre, d'accord? Donc ça c'est pas mal parce que on a le découpage des dalles qui s'est fait automatiquement. On peut avoir en ce sens le poids qu'il y a en tête de voile. Donc ici on voit qu'on a des charges triangulaires et trapézoïdales de 20 kN par mètre sur les éléments, plus des charges ponctuelles qui sont les retombées de poutres qui s'appuient sur les murs, d'accord? Je peux aussi avoir les charges sur les fondations. Donc là, on retrouve les 15 kN qui est en tête de poteau. Et puis, on est à 71 kN pour G, au lieu de 68 en tête de poteau, parce qu'il intègre le poids propre du poteau. D'accord. Donc le logiciel est vraiment très performant du point de vue de l'ensemble des calculs. Alors juste pour finir, et puis avant de vous relaisser la main, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le logiciel? Et c'est ça la partie aussi la plus intéressante pour nous en tant que projeteur, ingénieur béton armé, c'est le calcul du ferraillage. Donc si vous allez dans Analyser, calculer ferraillage, d'accord, il l'a fait. Si maintenant, par exemple, je sélectionne la poutre numéro 5, alors des fois c'est un peu difficile à capturer, et donc quand vous n'y arrivez pas, je vous invite à utiliser l'outil type. Qu'est-ce que je veux? Je veux une poutre et je veux la poutre numéro 5. Ok, donc là il m'a bien saisi la poutre numéro 5. Donc maintenant je veux avoir le ferraillage de cette poutre numéro 5. J'avais saisi deux éléments, donc il ne veut pas le faire. Ça, c'est si vous saisissez deux éléments en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc je vais recommencer. Donc là, il n'y en a qu'un. Je fais Analyser, ferraillage. Et là, il va calculer le ferraillage de cette poutre. D'accord? Il devrait ouvrir en bas à droite de mon écran une autre fenêtre qui est l'outil BIM qui va vous permettre de retrouver l'ensemble du calcul de structure que vous faites à la main en TD. C'est-à-dire, je calcule le moment réduit, je vérifie que le coffrage est bon. On lui a laissé tous les choix, donc il n'y a pas de raison que cette poutre ne soit pas correctement dimensionnée. Ensuite, il va calculer la position d'axe neutre, il va calculer le bras de levier interne, il va calculer les aciers qu'il faut, il va vérifier si c'est bon par rapport au max et aux mines du règlement. Il va continuer
en faisant les calculs réglementaires à l'ELS pour définir la poutre. Et vous voyez ici la poutre qui est complète. On a les hypothèses de chargement ici, d'accord, c'est une travail donc qui fait 2,80 m plus les appuis. Attention, le logiciel Arch, quand on dessine les lignes et puis qu'on donne des éléments, le fait à l'axe des éléments, d'accord, donc ça peut entraîner des petits écarts sur les portées quand on fait des calculs manuels. Ensuite, on a ici cette poutre qui est dessinée en section. On a différents taux de travail par rapport aux aciers longitudinaux, par rapport aux vérifications LS, contraintes dans le béton, contraintes dans les aciers, fissuration et flèche. Et surtout, on a tous les résultats de notre travail. C'est-à-dire qu'on peut regarder dans un premier temps les sollicitations. Il a calculé les moments à l'ELU. Il calcule bien sûr aussi les moments à l'ELS. Donc ça fait toute la partie RDM. Vous n'avez plus à vous occuper de ça. D'accord. Mais il nous donne aussi les résultats sur les contraintes. Donc là, le maximum autorisé, c'est 25 MPa, 400 MPa et une ouverture de fissure à 0,4 mm. On a 4, 330 et puis 0,18. Ok. Il veut vérifier aussi d'autres options telles que le coupe-feu, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur plan, il va générer le plan d'exé de cette poutre. Ce qui est vraiment pratique parce que du coup, il fait aussi le dessin AutoCAD. Et c'est un outil qui va, depuis la conception de la structure en maquette numérique 3D, jusqu'au plan d'exé que vous pouvez envoyer au chantier. On va le laisser finir. Voilà le plan de ferraillage de notre structure. Les cadres, pour l'instant, vous ne savez pas les calculer. Ça fera l'objet d'un module de formation donc au S3. Mais on retrouve bien nos aciers longitudinaux qui sont ici répartis en deux lits superposés, d'accord, ayant des diamètres, je ne sais pas les diamètres qu'il a choisi. Il a choisi 2 HA10 pour le premier lit et 2 HA10 pour le deuxième lit. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Si, imaginons que vous décidiez un petit peu de changer votre projet parce que le logiciel vous propose des coffrages à 0,12, vous estimez que c'est pas forcément le plus judicieux, vous êtes maître de vos hypothèses. D'accord. On n'a pas parlé d'hypothèse sur le béton, mais je peux très bien dire, ben moi on est parti sur du C25, mais peut-être que du C30 c'est très bien, et ainsi de suite. Je peux changer et corriger au fur et à mesure. Je peux aussi lui changer les hypothèses géométriques en disant, ben lui il m'a proposé une poutre de 0,12, moi je trouve que c'est pas bien. Je vais faire simple, je vais prendre 15 par 40 parce que c'est des côtes rondes. D'accord. Lui change de dimension. J'ai plus qu'à refaire calcul. La descente de charge est ajustée et le calcul est refait intégralement. D'accord. Alors ça ne change pas forcément l'évolution, sauf qu'on a consommé un peu plus de béton. Mais j'ai l'impression qu'il a gardé ces 4H à 10 comme solution qui doit convenir aussi à cette solution, puisqu'on a juste augmenté les quantités de béton dans cet exemple que je vous donne. Ok. Donc voilà un petit peu l'outil. Là, est-ce que vous voulez enregistrer? Ben, pourquoi pas. Là, vous voulez réimporter les éléments que vous venez de calculer. La poutre 5 fait partie maintenant de votre projet en termes de calcul. Et on peut faire la même chose si on veut rapidement, et après je vous laisse la main. Je vais sur une semelle de fondation. Je fais analyser. Je fais ferraillage. Alors en fonction de la puissance de votre ordinateur, c'est pas dit que ça prenne pas beaucoup de temps et que ça bug pas. D'accord, on verra au cas par cas, mais c'est pour vous montrer toutes les potentialités du logiciel quand il tourne normalement sur un bon PC. Donc je vais arrêter mon partage d'écran après ce calcul de la fondation, puis je vais voir si tout le monde en est arrivé à peu près à cette étape. On va laisser mouliner, vous voyez que c'est assez long, pourtant j'ai un ordinateur qui est assez récent. Tac. Là, j'ai ma semelle de fondation qui est calculée, d'accord. Donc ça aussi, on apprendra à calculer ça l'année prochaine par rapport aux valeurs que l'on a pour ces armatures qui sont plutôt en rouge. Ce qui est en vert, c'est le poteau qui est au-dessus et qui arrive, d'accord. Donc la semelle de fondation fait 25 cm de haut
avec une largeur de 0,50 par 0,50. Vous verrez que souvent en fondation on arrondit au 5 cm près, on est sur des éléments qui sont pas de l'ordre esthétique, donc on a des cotes un petit peu finies, assez brutales. Donc voilà pour tout le potentiel du logiciel. De détails. Alors les détails que l'on peut saisir en plus sont par exemple des ouvertures. Si vous retournez sur votre modèle en mode saisie, j'ai par exemple oublié dans le voile numéro 2 de mettre une porte. Donc je peux saisir le voile numéro 2 et je peux cliquer sur ouverture. Alors ouverture, comment ça se passe? Vous allez pouvoir créer une porte. Alors pour vous donner une indication, il faut regarder votre mur de l'intérieur de la pièce. Et ce que vous avez en face de vous, en bleu, c'est la vue de votre mur, vue de l'intérieur. Donc il faut référencer son ouverture par rapport au coin bas gauche de votre mur en regardant de l'intérieur. Donc par exemple, je vais ouvrir une porte, d'accord? Je dis que cette porte se situe à 1 mètre du coin droit de mon mur qui est sélectionné ici en vert, d'accord? Sachant qu'il faut le regarder, je l'ai dit, vue de l'intérieur. On va dire que cette porte donc est au ras de la dalle, donc y est égal à 0, et puis elle a une ouverture d'1 mètre et une hauteur, pourquoi pas, de 2 mètres. D'accord? Et on va lui donner de calculer le linteau tout seul comme un grand. Donc on va faire OK. Vous voyez la porte qui apparaît. D'accord? Je peux répéter l'opération si vous le souhaitez pour bien qu'on comprenne. On imagine qu'on regarde sa maquette numérique vue de l'intérieur. Le mur en bleu, c'est le mur que l'on voit de l'intérieur. Donc si maintenant par exemple je sais que ce voile fait 5 mètres, donc pourquoi pas mettre une fenêtre à 2,50 m, d'accord? Une petite fenêtre à 2,50 m. Pourquoi pas dire que cette fenêtre est à 1,50 m du sol, ok? Et qu'elle fasse 1 mètre par 1 mètre, c'est une petite lucarne, ok? Juste, est-ce que Clémence, tu pourrais te muter, on entend ta chaise ou un truc, je sais pas. Et donc là alors j'ai modifié dans le même temps la première. Donc la première c'était à 0, c'était à 1 mètre du bord, pardon. J'avais un Y qui était à 0, j'avais une ouverture de 1 mètre et une porte qui faisait 2 mètres 20 de haut. D'accord, ça c'était pour la première porte. Et donc la fenêtre numéro 2, elle était localisée à 2,50 m. Y était égal à 1 mètre et en près c'était 1 mètre par 1 mètre. Voilà, donc là on a un mur qui comprend une ouverture, une fenêtre. Ok. Si maintenant je retourne dans modèle, si je retourne dans calcul, si je retourne maintenant dans le rendu réaliste, le logiciel a bien intégré ces éléments-là, d'accord, qui correspondent vraiment à la réalité. Alors, au-delà de faire ça, si vous vous souvenez d'un DTD qu'on avait fait au premier semestre, quand on fait une ouverture comme ça, les charges de la dalle vont se répartir de part et d'autre de la porte, d'accord, elles ne passent pas dans le vide. Donc il faudra des poteaux de chaque côté. Et donc le logiciel va intégrer ça dans sa descente de charge et donc on va voir apparaître sur le mur en principe des forces ponctuelles à cet endroit qui vont correspondre aux besoins de calculer des poteaux. Pareil pour l'ouverture de la fenêtre, les charges vont contourner la fenêtre, donc il faudra créer ce qu'on appelle un linteau, c'est une petite poutre qui est au sein du mur, qui permet de diffuser les charges depuis le mur vers les pourtours de cette fenêtre. Donc ça c'était des petites options que je voulais vous montrer. Une autre option que je voulais vous montrer, c'est le fait de construire des étages. Alors ça, devient très facile. Et ce que je vous invite à faire, c'est de travailler comme on l'a fait. Vous travaillez sur le premier niveau. Une fois que votre premier niveau est correct,
vous le dupliquez pour en faire des étages supérieurs. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez repasser en mode saisie. Ok, reprendre la saisie sur le fichier en cours. Et ici, vous pouvez soit créer des étages au-dessus, soit créer des sous-sols. Donc imaginons que je veuille créer un étage, deux étages, trois étages. Ici, vous avez les numéros des étages. Imaginons que le dernier étage soit un petit peu moins haut. Pourquoi pas dire qu'il fasse que 2,60 m, d'accord? Si je regarde la vue d'ensemble de mon bâtiment, mon dernier étage est un petit peu plus court, d'accord? Vous pouvez ajuster chaque étage de façon indépendante. Ici, Juste, monsieur, comment vous avez fait pour dupliquer? dupliquer, c'est dans cet outil. Ici, vous avez dupliqué l'étage soit au-dessus, soit en dessous. Ah ouais, ok. Ok? Donc là, vous avez vos étages qui sont faits. Imaginons que sur les étages du dessus, sur le dernier étage, on n'ait pas la porte. D'accord? Vous pouvez très bien aller sur le dernier étage. Et là, je vous invite à borner la visibilité à l'étage actif uniquement. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites pas de modifs sur les autres étages. Ici, vous pouvez très bien aller là et dire, bah tiens, j'ai plus de porte, mais j'ai que la fenêtre. Ok? Et là, j'ai modifié uniquement le dernier étage. Si je réaffiche les autres étages ont toujours leur porte. Alors pourquoi c'est important de bien peaufiner son rez-de-chaussée ou son premier étage? Si vous utilisez, on peut tout remodéliser étage par étage. C'est assez fastidieux. On peut utiliser Comment c'est cette fonction dupliquer comme on le souhaite. D'accord? Par contre, si vous faites des bêtises sur le rez-de-chaussée et que vous validez pas que vous avez un modèle qui tourne sans erreur, vos erreurs vont se répéter jusqu'en haut. D'accord? Ce qui pose quand même des soucis parce que ça va générer des erreurs. Si par exemple la charge qui s'applique sur le dernier niveau est différente, ce qui est vraisemblable puisqu'il n'y aura plus que des charges de neige ou autre, je peux très bien borner la visibilité uniquement à l'étage actif. Je peux très bien sélectionner cette dalle et dire bah, sur cette dalle au final j'ai que la neige, donc c'est 1 kN par exemple, et puis on n'a que du gravier, on n'a plus les cloisons et tout ça, donc je change. Je n'ai changé les charges que sur cette dalle là. Ok, j'enlève l'élément là. Et donc avant de relancer mon calcul, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de refonder son bâtiment. Parce que il est vraisemblable que vous avez construit 4 étages, c'est quand même pas pareil. Donc là, j'ai refondé. Maintenant, je relance la modélisation. Ok, je relance mon calcul. Ok. Et je peux faire mon rendu réaliste. Et je vais avoir tout mon bâtiment qui est modélisé. D'accord? Alors c'est un exemple, hein, je vous ai mis des portes, etc. Il pourrait y avoir des balcons, etc. Enfin, c'est juste un exemple. Il peut être intéressant parfois d'utiliser des modes ici où vous avez le mode, il me semble que c'est celui-ci, transparence. Parce que les cloisons et les murs, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là au moins on voit en transparence ce qu'il y a derrière, ça permet de voir les planchers, les poutres et ainsi de suite. Donc c'est relativement performant. Et là, toute la descente de charge est faite. C'est-à-dire que si je m'intéresse aux charges sur le poteau du haut, j'ai 12 kN, d'accord? Si je descends d'un étage et que je sélectionne les poteaux du dessous, ben on va avoir les charges qui s'accumulent petit à petit. Là, je suis sur le poteau d'extrémité, donc on est à 8 et ainsi de suite. Donc la descente de charge se fait automatiquement. Si je sélectionne le poteau qui est tout en bas, ici j'ai 19 kN de charge d'exploitation, 101 kN de charge permanente, et donc la descente de charge s'est faite intégralement par le calcul sans qu'on ait à intervenir. Alors c'est un exemple, hein. Une fois qu'on a terminé, on va détruire notre maquette et on va repartir sur notre projet. Donc